C'est un grand privilège d'échanger aujourd'hui avec Roger Poiti, qui est d'ailleurs la communauté qui est connue dans les milieux de Congolais ici en Suisse, qui est le premier pasteur noir dans le canton de Vaud, ici en Suisse, qui vient de m'aborder sur une question que tout le monde est tellement chauffé aujourd'hui à blanc, qui est la question qui est celle de fin de mandat de celui qu'on appelle Joseph Kabila, qui a dirigé la République démocratique du Congo, qui est comparable à tout un continent du point de vue étendu, pendant plus de 16 ans. Pasteur, la constitution de la République démocratique du Congo, dans ses prescrits intangibles qui sont déjà verrouillés, fixe carrément le nombre de mandats de chef de l'État. Et à notre connaissance, c'est 5 ans renouvelables une seule fois. Et cette fois-ci, depuis que Kabila est au pouvoir, donc il a déjà totalisé 10 ans. Donc la fin de son mandat est prévue ce jour, donc le 19 décembre à 23h59. Mais il y a quand même une préoccupation qui me taraude. Il y a eu des tractations pilotées par l'Église catholique entre la majorité au pouvoir et le rassemblement des forces acquises au changement dirigé par le docteur Étienne Tshisekedi. Ces tractations semblent capoter depuis le samedi 17. Et nous apprenons que ceux qui pilotaient ces tractations, donc les prélats catholiques, se sont rendus à une invitation à Rome, en promettant de revenir continuer les tractations le mercredi 21, alors que le 19 est censé être carrément la date de fin de mandat. Voilà, je disais que c'est une préoccupation pour nous de constater que les prélats qui pilotaient ces tractations sont partis à Rome et qu'ils reprendraient donc les travaux, donc le 21, soit 2 jours après la fin du mandat de... Comment est-ce que tu peux interpréter tous ces micmacs-là? Vous êtes, en tout cas, vous êtes un des doyens de notre communauté qui, en tout cas, soutiennent les efforts que nous faisons en faveur de notre pays et les changements que nous espérons. J'aimerais ici, d'abord, avant d'entrer dans l'analyse, en tout cas dans la réponse à ta question, je passe du vous à tu. Peut-être pour le besoin de l'émission, je vais utiliser le vous. Mais je me sentirais à l'aise si tu utilises le tu. Bon, ok. De toute façon, on ne s'est pas connu aujourd'hui. Allons-y. Nous avons, nous deux, d'ailleurs, une histoire dans ce pays. Voilà. Allons-y. Eh bien, j'aimerais, avant toute chose, saluer les efforts de l'Église catholique par la conférence épiscopale des évêques. Et en tant que théologien protestant, pasteur, je dois dire ici toute ma honte de voir que le protestantisme congolais est aphone devant la situation de désespérance dans laquelle notre peuple
vit depuis plus de 2 décennies. Là, tu parles en tant que l'homme du sérail protestant. Je suis protestant Ouais. et j'aimerais ici révéler, peut-être à certains de nos compatriotes congolais qui ne savent pas, quelque chose de très important à souligner. Savez-vous que la République démocratique du Congo a l'église la plus importante numériquement dans le monde francophone? L'église protestante la plus importante au monde se trouve au Congo. Et donc, c'est une force importante qui pouvait être la conscience du pouvoir civil. Malheureusement, il ne faut pas... Malheureusement, permets-moi il y a aussi l'église kimbaniste aussi qui est à fond. Permets-moi de dire quand même ceci, c'est que l'église protestante a une tradition de résistance. Et malheureusement, nous avons la Fédération des églises protestantes du Congo, qui s'appelle l'Église du Christ au Congo, Oui. dont le Qui était dirigé par Bokele Allé. Au départ, oui, en tout cas, avant Monseigneur Marini Modo, qui est aujourd'hui à la tête de l'Église du Christ au Congo. Et qui ne prend jamais sa retraite. Hein. Qui ne fait absolument rien. Bien au contraire, en 2011, alors que Monseigneur Mosengo disait bel et bien que c'est le président Étienne Tshisekedi qui avait gagné les élections, qui avait eu beaucoup de voix, et le plus de voix. Tout à fait. Eh bien, Monseigneur Marini soulignait que ces élections qu'il donnait pour gagnant M. Kabila se seraient passées dans des conditions tout à fait, acceptables et correctes. Et verrouiller ainsi la voix des protestants du Congo est pour moi criminel. C'est un crime vis-à-vis de notre peuple. Donc, c'est pourquoi j'aimerais ici souligner cet effort des catholiques et je bois jusqu'à la lie ma coupe de honte en tant que protestant. Mais ceci étant dit, j'aimerais quand même dire qu'effectivement, dans la situation où on se trouvait, après les pourparlers de la cité de l'OIA entre la majorité présidentielle et, disons-le, une certaine opposition qui lui était plutôt proche, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement était resté à l'écart de ces discussions. Nous savons très bien aujourd'hui où se trouve le pôle du pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est le peuple. Absolument. Lorsque les rassemblements appellent à une ville morte, alors qu'il n'a ni police, ni armée, ni service de sécurité, ni aucun moyen de contrainte, il est suivi par le peuple. Tout à fait. Cela montre que ce pôle a la confiance du peuple. Et ça, les évêques l'ont bien compris. Et ils se disaient, tant que le pouvoir et les signataires des accords de Kinshasa resteraient sans dialoguer avec le rassemblement, on allait droit au clash. Absolument. Et donc, la SYNCO a voulu éviter justement cet affrontement pour épargner des vies humaines. Le peuple congolais a tant souffert
Et nous n'avons plus besoin de morts aujourd'hui. Donc, voilà ce que nous pouvons saluer. Mais ta question, elle est pertinente. Et elle trouble aussi tout observateur honnête et intelligent. La Constitution dit qu'on ne peut pas aller au-delà des 2 mandats. M. Kabila a eu 2 mandats électifs dans les conditions que toi et moi nous connaissons. Et d'autres, bien les Congolais, tous les Congolais connaissent. Bien sûr. Donc, mais disons aussi une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que M. Kabila n'est pas arrivé au pouvoir en 2006. Il est arrivé en 2001, dans des conditions troubles. Donc, là aussi, nous pouvons dire qu'il a près de 16 ans maintenant de pouvoir. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en train d'échanger ici, eh bien, à minuit, son dernier mandat doit se terminer. Le 19 décembre. Alors, le rassemblement a joué le jeu du dialogue. Ils ont avancé des propositions, lesquelles propositions ont systématiquement été rejetées par le pouvoir, puisque la seule préoccupation du pouvoir était le maintien de Joseph Kabila au pouvoir jusqu'à l'élection des élections futures. Voilà, l'élection prochaine. Eh bien, il y a une impasse. Donc, ce dialogue n'a rien donné. Le rassemblement et le Front pour le respect de la Constitution, qui est conduit par Mme Ève Bazaïba, et le rassemblement conduit par le docteur Étienne Tshisekedi, sont arrivés à la conclusion que le peuple devait se prendre en charge, puisque le dialogue qui aurait pu éviter la confrontation, eh bien, a été sciemment saboté par la majorité présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Lorsque nous dit que la CENCO va continuer ce dialogue au-delà du 19, c'est-à-dire le 21, ça pose un problème juridique. Sous quel statut M. Kabila et sa majorité vont-ils aller dialoguer avec l'opposition? C'est ça la question. Sous quel statut? Donc, nous partons de violation en violation de la Constitution, puisque en septembre, plus d'une centaine de morts nous avons eu à cause de la non-convocation de l'électorat, du corps électoral. Mais il ne faut pas oublier, voilà. C'est une situation qui se répète. L'année passée, au mois de janvier, oui, nous avons connu encore mort d'hommes. Oui. Hein, la jeunesse a manifesté contre la tentative de tripatouillage encore de la Constitution, de la loi électorale, oui, pour permettre à ce même Kabila de rempiler encore. Oui. Et donc, il y a là une volonté de ce pouvoir de nous imposer encore une longue dictature après celle de Mobutu. Eh bien, le peuple ne veut plus d'un second Mobutu. Monsieur Joseph Kabila doit comprendre que le peuple congolais n'acceptera plus un deuxième Mobutu. Il n'en sera pas. Il n'en sera pas. Et
Pour ma part, il me semble que même si je comprends la volonté de la Synco d'éviter un bain de sang, mais aller dialoguer avec ce pouvoir au-delà du 19 décembre, c'est carrément capter toute la pression du peuple au risque de faire échouer son soulèvement. Et donc, pour ma part, je pense que la Synco a fait le travail qu'il devait faire. Et nous devons constater le manque de volonté du pouvoir qui doit assumer toutes les conséquences de la confrontation, s'il y a confrontation, de demain matin, 20 décembre. Il y a encore une possibilité pour Joseph Kabila de se retirer aujourd'hui du pouvoir et laisser le champ libre au peuple congolais de prendre son destin en main. Je doute fort que cela puisse être en tout cas l'attitude qu'on peut vraiment reconnaître à un dictateur, un petit tyran qui est venu dans notre pays avec des bottes en caoutchouc et qui aujourd'hui, 16 ans durant, se cramponne au pouvoir et aujourd'hui il règne sur un empire économique. Je crois que tu as suivi hier ou avant-hier, c'est que on a révélé sur cette longue filière de plus de 76 entreprises. C'est tout un réseau. Tout un grand réseau Oui. qui brasse des milliards. Oui. Alors que dans notre pays, on voit comment les gens crèvent la dalle. On voit comment les fonctionnaires congolais sont impayés. On voit comment même les militaires congolais, je venais de suivre d'ailleurs le témoignage d'un ancien garde-corps de ce fameux Kabila, qui dit qu'il y a des militaires qui sont impayés depuis la fête des cinquantenaires jusqu'à aujourd'hui. Et pendant ce temps, il y a une bande de militaires étrangers qui s'occupe de la sécurité de ce fameux Kabila, qui eux sont grassement payés. Donc, les Zimbabwéens, les Rwandais, je ne sais pas, d'autres mercenaires qui sont carrément dans les institutions de la République. J'aimerais quand même... Sur ce point, ouais. J'aimerais quand même encore souligner la chose suivante. Joseph Kabila au pouvoir depuis janvier 2001, pourquoi aurait-il besoin de prendre part à une période supplémentaire après son mandat, et pour nous dire qu'une fois que l'élection sera passée, il partira? Moi, j'en doute fort. Comment quelqu'un qui a fait bientôt 16 ans au pouvoir ne peut pas se rassasier du pouvoir et dire, bon, 16 ans c'est beaucoup, j'ai fait mon chemin et maintenant je laisse le relais à d'autres pour continuer. Donc là, il y a un problème. Donc tu ne l'as pas fait. Là, il y a un problème. Oui. Pendant 32 ans. Voilà. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on a déjà goûté au miel, comme disait Laurent Désiré Kabila, oui. Hein, on a du mal à lâcher le pouvoir. Et surtout dans le cas de ce jeune homme qui a marqué son règne par des exécutions des Congolais, par des crimes ignobles, en commençant par l'assassinat entre guillemets, de soi-disant son père putatif, Laurent Désiré Kabila, qui l'avait
amené dans notre pays avec tant d'autres avant. Lui-même l'avait d'ailleurs qualifié que la plateforme qui l'a amené au Congo n'était qu'un conglomérat d'aventuriers. Voilà. Donc, nous avons aujourd'hui tout intérêt à mettre hors d'état de nuire cette bande de criminels, cette bande de voyous qui n'ont rien fait pour rendre notre peuple heureux, en dépit des richesses immenses que regorge le sol et le sous-sol congolais. Mais mon cher Kaoumou, je rappelle ici que l'université d'Oxford avait fait, il n'y a pas très longtemps, une étude sur la pauvreté au Congo et qui révèle que 87% de la population congolaise vit en dessous du seuil de la pauvreté. Et que dans ces 87%, 73% vit avec moins d'$1 par jour. Est-ce qu'un être humain digne de ce nom, même dans un pays pauvre, doit-il vivre dans des conditions infrahumaines comme le Congolais, qui est assis sur des richesses immenses. Ouais. On voit bien les empires, l'empire financier que le président actuel a mis en place avec les siens. En peu de temps. Comment pouvez-vous brasser autant de milliards alors que le pays est en guerre? Vous dites que le pays est en guerre. Comment trouvez-vous le moyen de piller ce pays et de vous constituer de telles fortunes? Mais il n'y a pas très longtemps, nous avons eu le scandale de Panama Papers. Ouais. Eh bien, Jeannette Kabila, on retrouve 15 milliards. Citée nommément. Elle est citée avec 15 milliards. Et dans tout ça, le Parlement, le fameux Parlement Godillot, qui siège à Kinshasa, n'a même pas pipé mot pour interpeller. Et on n'a même pas vu le procureur général de la République engager carrément de poursuite. Mais tu rêves, mon cher. Alors, on voit effectivement que... mais comment est-ce que ceux qui entourent, les Congolais, qui entourent ce fameux Kabila qui est rwandais d'ailleurs, il faut le dire, il ne faut pas aller avec le dos de la cuillère, qui est rwandais. Des témoignages sont là. Un professeur que tu as connu, qui était venu faire son travail de thèse ici à Doligny, qui s'appelle Ngoï Mukena, qui était à l'époque de Mobutu, était l'aumônier au Kankokolo, et était devenu gouverneur. Il a fait circuler une vidéo dans laquelle il témoigne que c'est lui qui a donné le patelin à ce monsieur qu'on appelle aujourd'hui Joseph Kabila. Oui. Et il n'est pas le seul. Il y a encore à déplorer dans cette histoire lorsque un chef coutumier qui connaît comment est-ce que les coutumes de chez nous sont sacrées, a pu aussi entraîner les gens dans le même mensonge en disant que cet enfant-là est 100% Balouba. Entendez par là le Balouba du Katanga, l'origine de Laurent Désiré Kabila. Mais va voir maintenant dans son village, soi-disant village à Ankoro, Mobutu a mieux fait quand même Guadolité. Mais Ankoro, c'est la misère criante qui saute à l'œil. Non, je pense que vraiment... le peuple congolais, aujourd'hui, a
un devoir sacré auquel il doit s'atteler. Tout à fait. Nous n'avons plus à tergiverser. Le peuple congolais ne doit attendre rien de personne. Il est dans son droit légitime. Et pendant très longtemps, la communauté dite internationale a joué le rôle que nous connaissons dans l'ascension de cet homme, Joseph Kabila. Aujourd'hui, cette même communauté internationale voit tout le mal qu'ils ont causé à ce pays, à notre pays. Vraiment, ce peuple a subi en mettant quelqu'un comme Joseph Kabila au pouvoir et en cautionnant ces fraudes électorales de 2006 et de 2011. Donc aujourd'hui, cette communauté internationale est derrière le peuple congolais. Donc, il est d'autant plus impérieux aujourd'hui que le peuple puisse se prendre en charge. L'article 64 de la Constitution dit clairement, il ne parle pas de droit de se soulever ou de résister. C'est un devoir. Il parle du devoir du peuple, de tout Congolais, de faire échec à tout individu ou à un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation des prescrits de la Constitution. Donc, M. Kabila a fait son temps. Nous l'avons subi. Nous l'avons subi pendant près de 16 ans. Il est grand temps aujourd'hui qu'il parte. Et donc, c'est le message qu'il faut envoyer à la jeunesse. Et nous pensons pas seulement à la jeunesse, parce que la jeunesse paye un prix lourd depuis même le temps de Mobutu. Notre peuple a souvent laissé que la jeunesse se faire tuer. Le message que nous envoyons aujourd'hui, c'est que toutes les familles doivent se soulever. Nous ne voyons pas comment Joseph Kabila pourrait tenir si aujourd'hui il y avait ne fût-ce que la moitié de la ville de Kinshasa qui se soulève et massivement. Il ne pourra pas tenir. Et même les chars qu'on peut envoyer, combien de temps ils peuvent faire pour maintenir ce peuple en joue? Ceux qui seront là-dedans, ils ont des besoins humains à satisfaire. Tout à fait. Combien de temps peuvent-ils tenir pour massacrer la population? Donc, le peuple doit sortir et ne doit plus avoir peur. Un peuple poltron reste esclave à jamais. Un peuple qui a peur ne peut pas se libérer. Donc, il faut que la peur change de côté. Et que, aujourd'hui, tout le corps social du Congo, les églises, les associations, les partis politiques, tout le monde doit se mobiliser pour faire échec à la prolongation du mandat de Joseph Kabila. Ça, c'est vraiment notre message. Et nous, du côté de la diaspora, nous faisons aussi notre travail. Nous secouons cette communauté internationale aujourd'hui qui se range derrière le peuple congolais. C'est que nous avons fait un immense travail de lobbying ici en Europe. Paul Kaoumou, qui est là avec moi, eh bien, nous n'avions jamais connu des prisons
Depuis que nous sommes... Nous n'avons jamais été menottés dans notre pays ou même ici pour d'autres situations que pour la défense du Congo. Le 6 décembre 2011, nous avons été arrêtés à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Menottés et amenés par la police de sécurité. Photographiés de faces, de profils comme des bandits de grand chemin, alors que nous défendions seulement le droit de notre peuple d'élire ses dirigeants. Nous avons passé toute une journée séquestrés. Nous avons été jugés par le ministère public de la Confédération helvétique. Nous avons payé des amendes. Nous avons aujourd'hui un casier judiciaire qui n'est plus vierge. Parce que nous battons pour notre pays. Et en plus de cela, nous n'avons pas le droit de mettre le pied au Congo. Parce que nous nous battons aussi. Mais ce n'est pas pour faire l'éloge de ce que nous avons fait hier, mais dire simplement que les résultats que nous voyons là, que des puissances extérieures qui hier encore soutenaient Joseph Kabila sont derrière le peuple aujourd'hui, c'est le résultat de tout un travail de lobbying. Et donc nous ne sommes pas là seulement en train de parler pour inciter la population qui est sur place à se soulever, mais nous-mêmes, nous nous sommes déjà soulevés depuis longtemps. Et nous nous battons. En tout cas, nous nous donnons rendez-vous avec notre peuple du Congo, là-bas au Congo. Nous allons nous retrouver. Nous vaincrons. Avec notre force, nous vaincrons. Aux âmes vaillantes, rien n'est impossible. C'est impossible. Et ça, c'est un message formidable de Roger Poitiquier, le premier pasteur noir du canton de Vaud ici, et congolais pur sucre. Le complément de ce message est que jeunesse congolaise, demain sera le 20, nous sommes le 20 décembre 2016. À partir du moment où ce régime tombe la nuit d'aujourd'hui, nous voudrions absolument que demain on puisse parler de ce pouvoir au passé. Nous vous faisons confiance. À bientôt à Kinshasa pour gouverner avec vous. Merci.